Un autre problème avec le chaînage de méthodes, c'est pour tout ce qui est pour tout ce qui est application de groupe d'action sur une même valeur. Donc ici on va prendre un exemple. On va charger une image, on va la pré-traiter avec plein d'algorithmes, et ce qu'on va vouloir faire, c'est tous les pixels qui sont de l'arrière-plan, on va vouloir les remplir en rouge, et tous les pixels qui sont devant, on va vouloir les remplir en vert. Donc on peut implémenter ça, on va commencer par implémenter ça de façon naïve avec le chaînage de méthode. Donc on va charger une image, on va la pré-traiter, on va filtrer que les pixels de l'arrière-plan et on va les remplir en rouge. Et maintenant, une fois qu'on est là, et si on applique la méthode foreground, on va être un peu bloqué, vu qu'elle va s'appliquer sur les pixels en rouge de l'arrière-plan. Donc là, on est un peu bloqué. Et pour ça, jQuery, ils ont trouvé une parade, c'est d'ajouter une méthode end. Donc en fait, comment ça marche? C'est qu'on va maintenir à l'exécution une pile d'états. Donc à chaque fois qu'on a une méthode qui renvoie une nouvelle valeur, on va la rajouter dans la pile. Donc là, on charge une image, ça rajoute dans la pile. On la pré-traite, ça rajoute dans la pile. On filtre les éléments de l'arrière-plan, donc ça rajoute dans la pile. Et là, quand on remplit en rouge, ça ne rajoute rien. Et chaque méthode va utiliser le sommet de la pile précédente comme premier argument. Donc là, maintenant, grâce à la méthode end, ce qu'on peut faire, ça va retirer un élément de la pile ici. Donc on n'aura plus le background, mais on aura l'image pré-traitée. Et donc quand on applique foreground, on va pouvoir appliquer foreground sur l'image pré-traitée et non sur l'image rouge. Donc cette méthode, elle fonctionne, mais tout d'abord, elle ressemble beaucoup plus à un hack qu'autre chose, enfin, c'est pas très propre. Et aussi, on a un vrai problème fondamental, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'une méthode crée ou pas une nouvelle valeur, donc en fait, quand est-ce qu'elle rajoute ou pas un élément dans la pile. Donc ça a pour conséquence qu'on a du mal à savoir quand est-ce qu'on doit mettre des end ou pas. Donc il faut faire un effort de documentation et c'est pas très explicite. Et également, on a un problème, c'est que tous les éléments qui sont dans la pile, en fait, on a un pointeur dessus, donc ils ne peuvent pas être garbage collectés. Donc en fait, pour jQuery, c'est pas trop un problème, vu que les éléments c'était juste des nœuds d'un document HTML, donc c'est tout petit. Par contre, ici on a affaire à des images, et on n'a pas envie, une fois que l'image a été traitée et qu'on ne l'utilise plus, de la garder en mémoire. Surtout que les images peuvent être potentiellement grosses. Donc pour ça, on utilise encore le système de macro de liste. Et on va implémenter un nouvel opérateur parallèle. Donc en fait, parallèle, au lieu de prendre des actions, ça va prendre des groupes d'actions. Donc ici, ça c'est un groupe, et ça c'est un groupe. Pour chaque groupe, la première action, son premier argument, ça va être la valeur de retour de l'action précédente du parallèle. Donc là, et pareil pour ici. Donc là, on arrive à exprimer le problème qu'on avait avant de façon syntaxique avec le nombre de parenthèses pour définir des groupes. Donc c'est beaucoup plus court. Et également, on a résolu un autre problème, c'est que si vous vous souvenez tout à l'heure, quand on utilisait la méthode end, on retirait un élément de la pile. Mais cet élément il était perdu, on ne pouvait plus rien faire avec. Alors que maintenant, on va pouvoir réutiliser le dernier élément qui va être passé en valeur de retour de la macro parallèle, de l'action parallèle. Donc là, ça va être la première valeur de retour de l'action parallèle, ça va être la deuxième valeur de retour de l'action parallèle. Donc là, on peut faire une nouvelle action, par exemple combine, qui va recevoir comme deux arguments les deux valeurs de retour des groupes. Donc pour mettre en place tout ce qu'on vient de voir, on va faire un petit exemple. Donc ce qu'on veut faire là, c'est comparer différents algorithmes de binarisation. Donc là, on va s'intéresser aux algorithmes au-dessous et au-delà avec deux paramètres qui sont implémentés dans Climb. Et on va vouloir faire les différences 2 à 2. On va vouloir également timer le temps que prend chaque algorithme pour être exécuté. Donc pour faire ça, tout d'abord on va charger l'image en niveau de grille et on va se mettre dans un contexte de chaînage grâce au dollar. Ensuite on va rentrer dans un contexte parallèle vu qu'on veut faire plusieurs actions sur l'image en niveau de grille. Et grâce au modificateur apostrophe, on va lancer un timer. Ensuite, on va effectuer la binarisation et on va afficher le temps d'exécution. Et enfin, on va sauvegarder l'image en au-dessous.png. Et donc ça, c'est notre premier groupe.
Et ça va être notre première valeur de retour de l'action parallèle. Donc ensuite on fait ça pour la deuxième binarisation et la troisième. Donc là, à ce niveau-là, on a 3 images binarisées. Donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est les comparer 2 à 2. Donc pour ça, on va se remettre dans un contexte parallèle, vu qu'on va faire on va utiliser plusieurs fois toutes ces valeurs. Et on a un algorithme qui s'appelle diff qui compare des images 2 à 2, mais qui prend seulement 2 paramètres. Alors que là, si on l'applique simplement sans le dièse, ça va faire diff de 1, 2, 3. Donc là, on utilise l'opérateur dièse afin de choisir spécifiquement quels arguments on veut. Et ensuite, on se regarde cette image. Et enfin, on effectue ça pour les 2 autres combinaisons. Donc quand on exécute ça, sur la sortie standard, on voit bien afficher tous les temps d'exécution. Donc pour conclure, on a pris une méthode qui vient du monde dynamique et on l'a appliquée au traitement d'image. Et cette méthode, c'est d'expérience, je sais que depuis qu'on a implémenté la macro $, tout le monde dans l'équipe Climb, on l'utilise à chaque fois qu'on veut faire des tests, et ça nous a vraiment simplifié l'utilisation. Enfin vraiment, c'est facile d'accès, et c'est facile à concevoir, c'est facile à utiliser. Mais par contre, il y a une difficulté d'entrée, c'est-à-dire que pour que ça soit facile à utiliser, il faut vraiment reconcevoir toute l'API en fonction, en connaissance de cause. Ça veut dire qu'il faut concevoir l'API en ayant connaissance qu'on a l'opérateur de chaînage et la faire en conséquence. Donc ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que l'opérateur de chaînage, c'est juste une partie de mon travail durant ces 6 mois. J'ai aussi implémenté 2 algorithmes d'ordre de composante qui m'ont obligé à concevoir toute la notion de valeur dans Climb et également de rationaliser ce que c'était qu'un ensemble de sites et pour permettre de le généraliser à beaucoup plus d'emplois. Donc les prochaines étapes pour moi et pour Climb, ça va être dans un premier temps d'explorer d'autres façons de conception des langages dynamiques et de voir s'ils ne peuvent pas s'appliquer au traitement d'image et si on ne peut pas en tirer des bénéfices. Et aussi, je me suis rendu compte que autant Climb que Olena étaient développés pour du traitement par l'eau et qu'on avait relativement peu d'interaction, de possibilités d'interaction. Donc par exemple des choses très simples comme afficher 2 images côte à côte, ou alors avoir un slider pour changer un seuil, pour visuellement voir l'effet d'un seuil. On ne peut pas faire ces choses-là. Et donc pour tester, j'ai réimplémenté une grande partie de Climb en JavaScript afin de pouvoir voir ça dans le navigateur. Et en fait, il se trouve que dans le navigateur, on peut faire ces choses-là extrêmement facilement. Donc c'est une piste à explorer par la suite.